Le gouvernement a adopté aujourd'hui le projet de loi rectificative de l'année 2012. Il a été arrêté en recettes à plus de 931 milliards de francs CFA et en dépenses à plus de 988 milliards de francs CFA. Les détails tout à l'heure dans le communiqué du Conseil des ministres. Le sens de la patrie et de la nation, des valeurs qui marquent notre appartenance au même pays, au même territoire, notre conscience d'être une entité historique, culturelle, linguistique ou politique. Les Maliens partagent-ils ces valeurs? La réponse dans notre dossier 22 septembre. Le taux de mortalité maternelle et infantile est en baisse dans notre pays. Le chiffre est passé de 583 à 464 décès pour 1000 naissances vivantes. En prélude à la journée nationale de la maternité à moindre risque, les professionnels de la santé demandent une plus grande implication des hommes de médias dans ce combat. Nous sommes mercredi 19 septembre. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur votre télévision nationale. Je vous souhaite la bienvenue à ce 20h. 20h que nous démarrons avec le traditionnel Conseil des ministres qui s'est réuni ce matin sous la présidence du chef de l'État, professeur Dionkouda Traoré. À mes côtés sur ce plateau, Ibrahima Djombélé pour nous livrer son contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Niania, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives. Sur présentation du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. 1. Projet de loi de finances rectificative 2012. La loi de finances initiale 2012 avait été bâtie sur des hypothèses macroéconomiques avec un taux de croissance réel du PIB de 5,5% basé sur l'augmentation des productions aurifères et agricoles, un taux de croissance nominal du PIB de 8,5% et un taux d'inflation de 2,2%. Son exécution a été entravée par une série de crises que notre pays a connues et qui ont entraîné de grandes incertitudes sur les objectifs de recettes budgétaires en raison de la contraction de l'activité économique. Ce contexte a rendu nécessaire la conduite d'une politique budgétaire très restrictive afin d'éviter une impasse budgétaire et d'assurer la stabilité macroéconomique. En l'absence de financement extérieur lié à la suspension de l'aide au développement, le niveau des dépenses a été réduit en tenant compte des ressources mobilisables tout en dégageant des marges à l'intérieur des dépenses pour faire face aux préoccupations sécuritaires du pays. Ainsi, la loi de finances initiale a été révisée en recettes et en dépenses pour ne retenir que le niveau des recettes intérieures ajustées de l'impact de la contraction de l'activité économique et des mesures d'exonération fiscale. La loi de finances rectifiée 2012 se présente comme suit. En recettes, 931 milliards 659 millions de francs CFA contre une prévision initiale de 1341 milliards 508 millions de francs CFA. En dépenses, 988 milliards 605 millions de francs CFA contre une prévision initiale de 1483 milliards 495 millions de francs CFA. 2. Projet de loi de finances 2013. La loi de finances, communément appelée budget d'État, détermine les ressources et les charges de l'État au cours d'une année. À ce titre, elle est l'instrument privilégié de réalisation des objectifs de la politique économique, sociale et culturelle de la nation. La préparation du projet de loi de finances 2013 est intervenue à un moment où l'économie nationale est soumise aux mêmes crises que celles déjà évoquées. Le projet de loi de finances 2013 prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État et établit les priorités de l'action du gouvernement pour l'année 2013 et tient compte de la conjoncture internationale, sous-régionale et nationale. La répartition des crédits par secteur témoigne de la volonté du gouvernement de continuer à accorder la priorité au développement humain et social tout en prenant en compte des préoccupations relatives à la défense et à la sécurité. Le projet de loi d'État 2013 se présente ainsi qu'il suit. Au titre des recettes, les recettes se chiffrent à 1007 milliards 880 millions de francs CFA contre 931 milliards 659 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2012. Au titre des dépenses, les dépenses prévues s'élèvent à 1057 milliards 257 millions de francs CFA
contre 988 milliards 606 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2012. Le budget d'État 2013 dégage un déficit prévisionnel de 50 milliards 177 millions de francs CFA contre 56 milliards 946 millions de francs CFA dans le budget rectifié 2012, soit une réduction de 6 milliards 769 millions de francs CFA. Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures en cas de reprise de la coopération avec les partenaires techniques et financiers et le cas échéant par la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, sont nommés préfets région de Koulikoro, cercle de Kati, M. Baye Konaté, administrateur civil. Cercle de Kangaba, M. Komba Samake, administrateur civil. Cercle de Kolokani, M. Fadjigi Théophile Kouloubali, administrateur civil. 2. Région de Sikasso. Cercle de Sikasso, M. Bani Ould Mohamed Sissé, administrateur civil. Cercle de Kolondieba, M. Soumana Yossi, administrateur civil. 3. Région de Ségou, cercle de Baroueli, M. Ogobara Augustin Pérou, administrateur civil. Cercle de Sang, M. Adama Sidibé, administrateur civil. 4. Région de Mopti, cercle de Mopti, M. Yaya Diallo, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Agriculture, secrétaire général, M. Mamadou Baré Koulibaly, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Chef de cabinet, M. Moussa Alassane Maïga, professeur, chargé de mission. M. Oumar Korkos, journaliste. Mademoiselle Djenebou Diakité, gestionnaire. Directeur des finances et du matériel, Madame Tunkara Fatoumata Sissoko, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, secrétaire général, M. Moussa Kanté, maître de conférence. Directeur national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kalilou Sidibé, maître de conférence. Au titre du ministère de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire, secrétaire général, M. Mahamadou Diallo, ingénieur de construction civile. Chargé des missions, M. Dakari Sidibé, ingénieur de transport. Au titre du ministère des Mines, secrétaire général, M. Brahima Kamena, professeur de l'enseignement supérieur. Chef de cabinet, M. Mahamoudou Touré, professeur de l'enseignement supérieur. Chargé des missions, M. Suleiman Diallo, ingénieur. M. Ibrahim Tchokari, journaliste, réalisateur, Madame Tal, Fadima Madani, juriste, directeur des finances et du matériel, M. Kaliri Tchemoko Sogodogo, inspecteur des finances. Au titre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chef de cabinet, M. Moussa Doudou Aïdara, économiste, chargé des missions, Madame Binta Diallo, diplômée en sciences et techniques de l'information. Au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Directeur des finances et du matériel, M. Moussa Katile, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la communication, conseiller technique, M. Hassan Diawara, administrateur civil. Au titre du ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies, secrétaire général, M. Boubacar Sidiki Walbani, inspecteur des finances, chargé des missions, M. Boubou Doukouré, administrateur, M. Sidiki Amadou Guindo, médecin généraliste. Au titre du ministère de la Culture, secrétaire général, M. Al-Hadi Koïta, administrateur des arts et de la culture. Au titre du ministère de la promotion des langues nationales et de l'instruction civique, conseiller technique, Madame Mariam Kone, professeur, chargé des missions, M. Boubacar Diallo, journaliste. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ministre délégué, chef de cabinet, M. Mahamadou Sissoko, professeur principal,
Conseiller technique, M. Mahamad Ahmad Sangaré, professeur de l'enseignement supérieur, M. Baba Traoré, administrateur civil. Chargé des missions, Mme Aïdara Oumoutouré, professeur, M. Mouktar Sissoko, professeur principal. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a été informé de la mise en œuvre du contrôle et de la sanction des contrevenants au port obligatoire du casque de protection des motocyclistes à partir du 1er octobre 2012. Au Mali, plus de 60% des accidents de la circulation routière impliquent les engins à deux roues et plus de 70% des victimes usagers de deux roues sont soit tuées par traumatisme crânien, soit souffrent des séquelles durant tout le reste de leur existence. Il est pourtant démontré que le simple port du casque permet de sauver la vie parce qu'il empêche le cerveau de heurter le crâne avec force ou le contact direct entre le crâne et l'objet heurté, notamment le goudron. Sur le plan réglementaire, un décret du 26 mai 1999 rend obligatoire le port du casque de protection pour les conducteurs et les passagers de motocyclettes et vélomoteurs de cylindrée supérieure ou égale à 100 cm3. Après une année de sensibilisation, il est envisagé de démarrer les opérations de contrôle et de sanction à partir du 1er octobre 2012. Conformément au texte en vigueur, les contrevenants s'exposent aux sanctions d'immobilisation de leur engin, de mise en fourrière, de peine allant de 2 jours à 3 mois de prison et d'amende. Nana Alou Traoré. Beaucoup de nominations ce soir, Ibrahima. Absolument. Merci. Et à présent, le sujet du jour consacré au 22 septembre. Ce soir, c'est du sens de la patrie et de la nation qu'il est question. Une nation, par définition, est une communauté humaine et en conscience d'être une entité historique, culturelle, linguistique ou politique. Une nation, c'est aussi un ensemble de valeurs partagées. Suleiman Keza Silibé est allé à la rencontre des spécialistes et il nous donne quelques pistes de réponse. Nature, naissance, extraction dérivant de natus, la nation est un concept né de la construction des grands États. Elle est une communauté caractérisée par un territoire propre, organisé en un État. Elle est la personne juridique constituée des personnes régies par une même constitution. C'est le cas de l'État français après la Révolution de 1789, l'Empire du Mali sous Soundiata Keïta avec la charte de Kouroukanfouka ou la Dina sous Sékou Amadou avec l'Empire Pel du Massina. En tant qu'entité politique, historique, culturelle ou linguistique, la nation c'est se vouloir vivre ensemble sur un territoire donné. Il y a au moins, dans l'approche occidentale, il y a au moins 2 façons de voir la nation. Dans une des approches, on est à l'intérieur d'une nation, donc on est membre d'une nation. Et devenir membre de cette nation pose beaucoup de problèmes. C'est l'approche allemande, au moins à partir de Fichte, au XIXe siècle. Il y a l'autre approche, plus près des latins, qui est l'approche française, qui définit la nation comme étant un vouloir être ensemble. Donc, de ce point de vue, effectivement, le Mali est une nation, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ont appris à travers les vicissitudes de l'histoire à vivre ensemble et à s'accepter, à se tolérer. Et ça, je pense que le minimum de temps qu'on a mis à réaliser ça, c'est 4000 ans. La nation, ce sont aussi des valeurs communes, vécues et partagées. Dans le cas du Mali, l'on évoquera l'honneur, la bravoure, le courage, la justice et la solidarité. Les pères de l'indépendance de notre pays ont actualisé ces valeurs, les rendant bien fonctionnelles pour la préservation de l'équilibre social. C'est vrai que Modou a eu le mérite de réveiller les gens, de leur donner un sens actuel aux valeurs. En fait, c'est ça. Il a actualisé pour les objectifs de l'époque et du moment les valeurs qui étaient déjà celles de notre peuple et de nos communautés.
La nation, ce sont également ses éléments modèles fédérateurs. De ces éléments, il y a des héros, des artistes et des grands footballeurs, tout un modèle pour la société. Nous avons beaucoup de figures dans notre histoire, mais aussi dans notre histoire actuelle, notre histoire passée, notre histoire actuelle. Parce que, n'est-ce pas, bon, des héros, n'est-ce pas, comme Sunyata, comme Mansa Kankou Moussa, Soni Ali, Askia Mohamed, n'est-ce pas, et Firoun, comme vous le dites récemment, n'est-ce pas, tous ces gens, n'est-ce pas, sont pour nous, alors, des exemples qui doivent nous guider, qui doivent, n'est-ce pas, nous amener, n'est-ce pas, à entreprendre des actions pour ce pays-là. Quant à la patrie, c'est la terre héritée de ses ancêtres, terre qui nous a vu naître, terre chargée de symboles concrets, pourquoi pas émotionnels et psychologiques à la fois. Comme on le dit, la mère patrie, la terre qui donne naissance, on la défend comme l'on défendrait la mère une fois offensée, comme l'on défendrait la dignité de la mère, puisqu'il y va de l'honneur de la grande famille. Et toujours dans le même cadre, le 22 septembre, depuis lundi dernier, les films Sissé et l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM, ont lancé une initiative pour les cinéphiles, donc à la faveur du 22 septembre 2012, fête de l'indépendance, et en solidarité avec nos frères et sœurs du Septentrion du Mali pendant toute la semaine du 22 septembre, juste après le journal télévisé de 20h, des œuvres cinématographiques ayant fait la fierté du Mali et du continent vous seront proposés. Bara, Fien, Le Vent, Yélé, prix du jury Cannes 1987, Millet, sélection officielle hors compétition Cannes 2010, et puis Desmousseaux, La jeune fille. Et puis justement, le RTM vous propose ce soir Desmousseaux du réalisateur malien Souleymane Cissé, un film réalisé en 1975 et qui expose notamment le cas des filles mères. La diffusion de ce film aujourd'hui est aussi un hommage à feu Balamoussa Keïta. Desmousseaux à suivre tout à l'heure après l'émission Cahier d'hier, et la rediffusion est prévue vendredi à 10h45. Les travaux de construction de l'autoroute Bamako-Ségou-Sédougou à un rythme satisfaisant selon les experts du département des infrastructures routières. Sous la houlette du ministre de tutelle, ils ont fait le point de l'état d'avancement des travaux responsables de la banque chinoise qui finance le projet de l'axe Bamako-Ségou. Les inspecteurs de l'institution financière se disent très réconfortés par les efforts consentis sur le terrain. Selon le ministre, la première phase du projet est accomplie à 15% et bientôt devront commencer les activités de la deuxième étape consacrée à l'aménagement de l'autoroute. Les détails, c'est avec Abouakar Meïka. Au ministère des Transports et des Infrastructures routières, les responsables de la banque chinoise chargée du financement des travaux de l'axe Bamako-Ségou, Exim Bank, sont venus s'enquérir de l'état d'avancement des activités sur le terrain. Sans surprise, les travaux de la première phase s'exécutent normalement malgré certaines perturbations survenues dans le calendrier initial du projet. Selon les experts du département des infrastructures routières, la deuxième phase des travaux pourrait même démarrer avant la fin de la première. La phase 1, c'est la réhabilitation de l'ancienne route Bamako-Ségou. En phase 2, ce serait la route qui sera à côté de l'autre route, mais ce serait une nouvelle route. Par rapport à la phase 1, on est au niveau de 15% d'exécution. Les délais contractuels, pour le moment, semblent être maîtrisés. Il y a vraiment une satisfaction de la part de Exim Bank. Parce qu'ils sont venus pour inspecter, ils ont vu les aspects techniques du chantier, les aspects administratifs, et sont venus renouveler cette confiance en nous et marquer leur volonté de nous accompagner pendant notre processus de transition. Le coût de cette première phase des travaux de construction de l'autoroute Bamako-Ségou est estimé à 73 milliards de francs CFA, tandis que la seconde sera réalisée avec un budget plus costaud, évalué à environ 107 milliards de francs CFA.
Et restons avec le ministre des Transports et des Infrastructures routières qui porte à la connaissance des conducteurs et passagers des motos que le port du casque de protection est obligatoire à compter du 1er octobre 2012. Cette mesure du gouvernement vise à inverser la tendance des décès et traumatismes crâniens liés au non-port des casques de protection. Les forces de sécurité dans les centres urbains ou en rase campagne veilleront à l'application stricte de la présente mesure. La finalisation du plan stratégique national de lutte contre le sida, c'est pour bientôt. Le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida a rencontré à cet effet les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre, qui n'est qu'une étape dans la réalisation de ce plan, a enregistré la présence de la quasi-totalité des bailleurs de fonds. C'est ce que nous dit Aluseni Touré. Le nouveau plan stratégique 2013-2017 de lutte contre le sida au Mali est à la phase de finalisation. Cette opération prend en charge les éléments conjoncturels liés à la crise sociopolitique que vit notre pays. Il s'agit en particulier de la gestion de la crise actuelle qui a des répercussions sur tous les secteurs. La réunion de ce matin-là, c'est d'essayer de finaliser ce document qui a commencé il y a longtemps déjà par l'analyse de l'ancien cadre stratégique. Nous avons fait les analyses au niveau régional, au niveau national, ces documents ont été validés. Et maintenant, il faudrait passer à une autre étape pour essayer de voir comment nous allons mettre tout ça dans un document et qui pourrait tenir compte du contexte actuel qui est marqué profondément par la crise. Des leçons à tirer de cette crise, il convient de considérer l'effort national comme préalable à la mise en place de tout programme. Je voudrais interpeller tout le monde, y compris toutes les autorités, que ce soit national, que ce soit ailleurs, pour qu'ensemble nous puissions mettre ensemble, comme d'autres pays, créer un fonds national de lutte contre le sida. C'est fondamental. Toutes les grandes réunions qui se tiennent maintenant interpellent les pays demandeurs du Sud et leur demandent de mettre en place ces fonds. Mais les partenaires techniques et financiers n'ont pas abandonné le pays. Leur présence à ce forum témoigne de leur intérêt pour la poursuite du programme. Ce que je peux vous dire, c'est que quand même pour les services essentiels, on peut pas dire que les bailleurs se sont retirés. Tous les services essentiels, les activités de prévention, de prise en charge du sida, ça continue. Il y a eu quelques difficultés avec le Fonds mondial, il y a une reprise qui est en train de se faire. Donc tous les partenaires, tous les bailleurs, moi je peux vous le dire, tous les partenaires techniques et financiers vont s'impliquer dans le financement de ce plan stratégique national. Information et échange avec les acteurs, validation des cadres institutionnels et organisationnels et enfin la rédaction du document provisoire, la finalisation, la production et la dissémination du document sont autant d'étapes à suivre dans le cadre de la réalisation du plan stratégique de lutte contre le VIH-Sida au Mali. Demain, 20 septembre 2012, sera célébrée la journée nationale de la maternité à moindre risque. En prélude à cet événement, la Direction nationale de la santé a animé une conférence de presse. Au centre des échanges, les causes et les conséquences de la mortalité maternelle et néonatale. Notez qu'entre 2006 et 2011, on a enregistré une légère baisse. Le taux est passé de 582 à 464 décès pour 1000 naissances vivantes pour la mortalité maternelle et celui de 57 à 46 pour 1000 naissances vivantes pour la mortalité néonatale. Les organisateurs ont insisté sur une plus grande contribution des médias afin de réduire davantage ce taux. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée nationale de la maternité à moindre risque. Cette année, le thème retenu est « Rôle des communautés et des collectivités dans la lutte contre la malnutrition » chez l'enfant et la femme enceinte. Il s'agit de sensibiliser les communautés et les collectivités locales sur leur rôle et responsabilité pour assurer une bonne nutrition et une alimentation saine et équilibrée des femmes enceintes et des enfants. Il s'agira également au cours de ces journées d'informer les communautés et les collectivités locales sur les signes, les causes et les conséquences de la malnutrition de la femme enceinte et de l'enfant. La mortalité maternelle et néonatale représente une tragédie à laquelle nos États doivent trouver des solutions. Les chiffres enregistrés en Afrique du Centre et de l'Ouest sont alarmants. Nous comptons 20% des décès maternels. C'est catastrophique, c'est insupportable. Nous savons que le décès d'un enfant à très bas âge est étroitement lié à la santé de sa mère
est étroitement lié aux conditions dans lesquelles la grossesse s'est déroulée et l'accouchement s'est déroulé. Pourtant, la presse peut bien jouer un rôle pour sensibiliser les familles d'abord, afin que les accouchements soient assistés par le personnel soignant. Le lancement de la journée aura lieu au CESCOM de Sogoniko en commune 6. Une occasion qui sera saisie pour investir les ambassadeurs de la campagne Tous pour chacun. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal, payés sur le budget d'État et sur billetage, que 2 pôles sont retenus pour le paiement de leur salaire du mois de septembre 2012. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront les jeudi 20 septembre et vendredi 21 septembre 2012 à partir de 9h au lycée Askia Mohamed de Bamako pour les 3 régions du Nord. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements se feront en même temps que ceux de Bamako les jeudis 20 septembre et vendredi 21 septembre 2012 à partir de 9h au gouvernorat de la région pour les 3 régions du Nord. Le directeur général du budget s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Le groupement des leaders spirituels musulmans maliens a donné ce matin un point de presse. Ceci afin de condamner avec la dernière rigueur le film américain intitulé L'innocence des musulmans. Le groupement dénonce les attaques à l'endroit des musulmans et demande à l'ONU l'adoption d'une résolution protégeant l'islam. Compte rendu Adama Djimdi. L'ensemble de la communauté musulmane du Mali, à travers le groupement des leaders spirituels islamiques, vient de réagir énergiquement contre la diffusion du film L'innocence des musulmans, réalisé par Nakoula Basseli Nakoula, dit Sam Bassil, américain d'origine israélienne. Le document a soulevé de vives protestations de par le monde. Au Mali, les musulmans n'ont pas tergiversé sur la question. Nous considérons cet acte comme un affront et une provocation violente de toute la communauté musulmane. Ainsi, nous appelons tous les musulmans et tous les sympathisants de l'islam à condamner et à protester de toute leur énergie contre ces films et contre toute autre forme de mépris envers notre vénéré prophète, paix et salut sur lui. Nous condamnons le réalisateur, pas le peuple américain. Le gouvernement américain, d'après leurs déclarations, on va les croire, ils sont innocents aussi. Le groupement a mis à profit ce point de presse pour relayer l'information. En dehors de la condamnation, il a également fait des propositions. C'est de voter des lois au sein de l'ONU pour freiner des comportements de ces gens-là vis-à-vis des religions. Et on dit bien vis-à-vis des religions. Et surtout de la religion musulmane qui est visée depuis des années maintenant. En commençant par le livre satanique de Salman Rushdie, et avec les caricatures, il est temps de mettre fin à ces comportements-là et que ce soit des lois universelles. Et toujours par rapport à la diffusion et à la réalisation de ce film, la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso RR, condamne avec la dernière rigueur ce film. Cet acte irresponsable et inacceptable constitue une grossière provocation portant atteinte à l'honneur et à la dignité de tous les musulmans. 19 septembre 2002, 19 septembre 2012, il y a 10 ans, disparaissait le général ivoirien Robert Gueye. Après avoir passé 8 mois à la tête de l'État ivoirien, il a été retrouvé assassiné dans une rue d'Abidjan. Aujourd'hui, ses anciens compagnons demandent aux autorités ivoiriennes de faire toute la lumière sur ce crime. Et justement, le parquet d'Abidjan vient d'ouvrir une enquête. C'est aux premières heures de la tentative de coup d'État contre le régime de Laurent Gbagbo, le 19 septembre 2002, que le général Robert Gueye a été assassiné. Son corps a été découvert à Abidjan, gisant dans l'herbe sur le bas-côté d'une route. Une balle logée dans la tête. Il aura fallu 4 ans pour que l'ancien chef de la junte militaire soit enterré dans son village natal de l'Ouest ivoirien. 10 ans après sa mort,
le parquet militaire d'Abidjan vient enfin d'ouvrir une enquête. Les anciens compagnons du général demandent aux autorités ivoiriennes de faire toute la lumière sur ce crime. Chaque jour que Dieu fait, des éléments crédibles, fiables, se révèlent qui permettront au parquet militaire de savoir exactement ce qui s'est passé. Nous attendons la vérité et nous espérons vraiment que ce tribunal librement ira jusqu'au bout. Surnommé le Père Noël en treillis, le général Robert Gueye avait pris le pouvoir par les armes en décembre 1999, sans effusion de sang. Il avait ensuite été vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2000 et chassé du pouvoir par la rue alors qu'il tentait de s'y maintenir. Depuis hier, les Ivoiriens peuvent lui rendre hommage à travers une exposition photo consacrée à ces 8 mois passés à la tête du pays. Beaucoup espèrent aussi que le pays va enfin tourner la page de cette crise qui a duré toute une décennie. Comme le disaient certains, on ne peut pas sortir d'une crise comme ça aussi aiguë, comme si on sortait dans un dîner gala. Donc il y a forcément des choses à régler. Si ce n'est pas facile d'oublier, mais quand même de pardonner. Voilà, c'est important. Ce 10e anniversaire de l'assassinat du général Gueye survient alors que la réconciliation paraît en panne en Côte d'Ivoire. Après la vague d'attaques qui a visé l'armée en août dernier et l'arrestation de plusieurs anciens proches de Laurent Gbagbo. En Afrique du Sud, enfin, un dénouement heureux dans l'affaire de la mine de Marikana. Un accord de sortie des grèves a été conclu hier entre les mineurs et leurs employeurs. Il s'agit d'une hausse de salaire de 11 à 22%, d'une prime unique de 190 € contre une reprise rapide du travail. Les mineurs grévistes ne cachent pas leur joie. Un sentiment de victoire et un grand soulagement. Après 6 semaines de grève, c'est par une explosion de joie que les mineurs de Marikana ont accueilli l'accord conclu avec leur employeur. Il prévoit des hausses de salaire de 11 à 22%, plus une prime unique de 190 € contre une reprise rapide du travail. Je suis ravi de ce qu'on a obtenu parce que dans l'histoire du syndicat national des mineurs, on n'avait jamais obtenu autant. Je suis content, on va pouvoir continuer le combat. C'est hier, en fin de journée, que les négociateurs sont parvenus à cet accord. Autour de la table, des visages marqués par l'émotion et la fatigue. La direction de l'ONMIN se défend d'avoir ouvert une brèche. Nous n'avons pas le sentiment d'avoir créé un précédent gênant. Nous étions face à une situation exceptionnelle. Nous avons dû prendre des mesures exceptionnelles. Pour en arriver là, il a fallu 6 semaines de grève, 45 morts et des jours de pourparlers. Pour ces mineurs qui ont vu 35 de leurs collègues tomber sous les balles de la police, la victoire a un goût amer. C'est injuste la façon dont ils ont réglé le conflit. La direction a envoyé la police pour nous tirer dessus. Jacob Zuma ne peut pas rester président après ça. Il nous a fait tirer dessus comme des bêtes. L'accord fera-t-il tache d'huile? Trop tôt pour le dire. Le travail reprendra demain à la mine de Marikana. Mais sur d'autres sites de la ceinture de platine, la grève continue. Aujourd'hui encore, la police a tiré des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants. Et ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois de septembre 2012. Les prix indicatifs plafonds à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du lundi 17 septembre 2012 à partir de minuit, c'est-à-dire depuis hier mardi 18 septembre 2012 à partir de 0h. Super carburant sans plomb 730 francs CFA, pétrole lampant 545 francs CFA, gasoil 645 francs CFA, distillate diesel oil 645 francs CFA, fuel oil 180, 455 francs CFA, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 1090 francs CFA.
Arrestation de bandits. Les éléments du poste militaire tchétchénie de Kati viennent de mettre hors d'état de nuire un trafiquant de drogue. Alou Badra Sako a été appréhendé la nuit dernière à Kati. Au moment de son arrestation, il était en possession de 2 briques de chanvre. Les précisions, c'est avec Fadema Keita. Il y a des individus qui veulent faire fortune par tous les moyens. C'est le cas de ces natifs de Kati versés dans le trafic de drogue. Le présumé coupable Alou Badra Sako transportait ses 4 kg de chanvre indien à moto quand on l'appréhendait. Pourchassé par le véhicule militaire des éléments du poste de Tchétchénie, son esprit d'arrivisme à tout prix devient un cauchemar. L'intéressé a été signalé par un élément. Arrivé à son niveau, on a essayé de s'arrêter. Il a refusé de s'arrêter. Il a jeté le colis en un premier temps et il a continué sur le chemin. On l'a coincé, il est allé tomber dans un trou. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Le conseil que moi je donne, ça c'est vraiment que la population aide les porteurs d'uniforme dans leur travail. Les trafiquants de drogue et autres malfrats sont donc avertis. En attendant d'être entendus par la justice de Kati, Alou Badra est entre les mains des éléments de la brigade territoriale du Cercle où il est en détention. Direction Nioro du Sahel, dans le cadre de la journée de l'arbre, le village de Djadjoumé, dans la commune rurale de Gogi, vient d'abriter une cérémonie de plantation d'arbres. La journée avait pour objectif de lutter contre l'avancée du désert dans cette partie du pays et c'est le préfet adjoint de Nioro qui a présidé l'événement en présence de plusieurs responsables de la commune et d'une foule nombreuse, comme vous le constatez sur ces images. C'était à Nioro du Sahel, le village de Djandjoumé, dans la commune rurale de Gogi. Plantation d'arbres. Et ce journal est terminé. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Tout de suite la météo avec Abdoulaye Keita. Demain, 10h, 13h, vous irez avec Amadou Sankaré. Et pour les éditions du soir, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Grand merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, spécialement du Bénin, du Congo-Brazza et du Cameroun. Et notez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali, vivant sous occupation. On ne nous oublie pas. Merci et bonsoir.